Et nous sommes de retour aux assises de l'attractivité pour la table ronde La France unie dans une compétition européenne et globale. L'Île-de-France est la région la plus riche de France et d'Europe, à tel point qu'à l'étranger, Paris égale la France, France égale Paris. Les métropoles régionales sont pourtant autant, voire davantage attractives que le Grand Paris à certains aspects. Doivent-elles travailler ensemble ou faire cavalier seul ? Faut-il paraphraser Saint-Exupéry et dire que conquérir de nouveaux marchés européens et mondiaux, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction ? Pour en débattre, nous sommes avec Marie-Cécile Tardieu, directrice générale déléguée Invest chez Business France. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes avec Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris. Bonjour monsieur. Et avec Jean-Charles Foudis, directeur général d'Aderly, l'agence d'attractivité de la région lyonnaise, mais aussi qu'on connaît plus sous la marque Only Lyon. Bonjour monsieur. Bonjour. Marie-Cécile Tardieu. Marie-Cécile Tardieu, existe-t-il à l'heure actuelle une équipe de France ? Pour reprendre, on a fait des métaphores sportives tout à l'heure sur le mercato. Une équipe de France qui fait bloc. Est-ce qu'on est suffisamment unis dans la diversité, cette fois pour reprendre une expression, la célèbre devise de l'Union européenne ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je pense que nous sommes relativement bien unis et que nous allons l'être encore plus à l'avenir. Il est effectivement important de faire bloc parce que la compétition est rude à la fois de la part de nos voisins qui sont aussi de très, très gros concurrents en matière d'attractivité des investissements étrangers, mais aussi pour d'autres parties du monde. Il faut jouer collectif parce qu'il ne faut pas simplement regarder dans le même sens, mais il faut aussi parler le même discours et le plus fort possible. Donc je pense que ce premier aspect de pouvoir porter le même message collectivement pour convaincre des atouts de la France est important. Le deuxième point pour lequel il faut jouer collectif, c'est aussi qu'on peut se faire la courte échelle. Et je suis vraiment persuadée que dans ce que moi je considère comme étant un relais, puisque tous les acteurs ont leur rôle à jouer en matière d'attractivité, il est possible de passer le relais à d'autres acteurs que les premiers qui ont été, par exemple, approchés par des investisseurs. L'Île-de-France ou Paris peut très bien défricher le terrain, une tête de pont, accueillir un certain nombre d'investisseurs ou d'investissements en recherche et développement, des sièges, et aussi, par la suite, servir de point d'appui pour qu'il y ait d'autres investissements. Et vous l'avez dit, le reste de la France, un grand nombre des investissements industriels se font de façon très bien répartie dans tout le territoire. Donc il faut jouer collectif et nous nous donnons les moyens. Ça fonctionne bien puisque nous sommes les premiers, selon le dernier classement en 2019, nous avons pu accueillir le plus grand nombre d'investissements étrangers. Nous sommes passés premiers en 2019. C'est donc bien qu'à la fois la France est attractive par ses déterminants, ses différents fondamentaux économiques qui la rendent attractive, mais aussi qu'elle sait accueillir les investisseurs étrangers. Et je pense que dans ce jeu collectif, il y a bien sûr Business France, l'agence qui est en charge de l'internationalisation des entreprises et qui vise à traiter avec une grande équité toutes les régions de France. Il y a Choose Paris Region, si on parle aujourd'hui de l'Île-de-France, mais il y a d'autres acteurs comme Invest Lyon et l'Aderly. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un état d'esprit. Et pour reprendre votre métaphore sportive, et moi j'y tiens beaucoup, nous avons le terrain de jeu parce que nous avons un grand marché, nous avons l'équipe parce que nous avons de bonnes entreprises, un écosystème qui attire, et il faut un écosystème qui attire pour attirer des investisseurs. Nous avons les règles du jeu parce que la France a dans son corpus juridique des règles de fair play, et nous avons l'état d'esprit, nous avons l'esprit d'équipe, donc nous avons tout pour réussir. Et parmi les attaquants, nous avons Thierry Dallard avec nous, le président de la Société du Grand Paris. Je dis attaquant parce que le Société du Grand Paris, c'est un établissement public, mais qui fait travailler de nombreuses entreprises privées dans le BTP pour construire le chantier du siècle, comme vous l'appelez souvent, Thierry Dallard. 200 km de nouveaux métros, 68 nouvelles gares. À sa livraison intégrale en 2030, vous m'avez dit l'an dernier, il représentera un PIB additionnel de 10 à 20 milliards d'euros chaque année pour notre pays. C'est énorme. En attendant cette échéance lointaine, dans 10 ans, le projet a déjà 10 ans, c'est un projet de long terme, il faut le rappeler. Comment l'infrastructure du Grand Paris Express, qui s'est déjà traduit avec le prolongement de la ligne 14 au nord cette semaine,
Cette infrastructure s'affirme déjà comme un levier d'attractivité pour la France entière. Ouais, déjà, je reviens peut-être sur un point que je passe beaucoup de temps à rappeler quand même, parce que le problème de ces projets dits pharaoniques, et c'est surtout la presse qui adore utiliser ce terme, si je peux me permettre. J'ai dit chantier du siècle, hein, pas pharaonique, Président. Ouais, alors ben, si, il y a certains de vos collègues qui adorent ce mot. Mais au-delà de la boutade, moi, j'ai discuté avec des amis là, qui sont aménageurs à Bordeaux. Ils ont vraiment senti l'accélération quand le TGV Tour Bordeaux était mis en service. Et qu'on a beau en parler pendant des années, voire des décennies avant, la prise de conscience du rôle que ça va avoir, on s'en rend vraiment compte que quand on est dedans. Et donc je pense qu'on a beau écrire, réécrire plein de choses sur le Grand Paris Express, rappeler que c'est entre 10 et 20 milliards de PIB supplémentaires, l'aspect absolument révolutionnaire, le choc économique, le choc de mobilité, d'accessibilité que ça va engendrer, va dépasser probablement nos prévisions. On a vu le choc psychologique là, avec la livraison de la ligne 14. On a vu les gens enthousiasmés de ne plus pouvoir prendre la ligne 13 et de pouvoir... Exactement. Mais je voudrais revenir sur l'échange de la table ronde précédente quand on parle justement de Paris, ville-monde. Moi, j'ai été surpris et j'ai expliqué assez souvent que vraiment le Grand Paris Express, c'était pas, on va dire, aller un luxe de pays riche, la danseuse de tel ou tel élu ou je ne sais quoi. C'est une nécessité. Et quand je dis que c'est une nécessité, aujourd'hui, quand on regarde allez, prenons les 20 métropoles au monde qui ont les plus grands réseaux de métro. Paris arrive quelque part vers la 17e place. Donc on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans les top premiers. On est en retard. Évidemment, si le Grand Paris Express était fait là, ce soir, allez, les 200 km sont mis en service ce soir, on passerait de la 17e place à la 5e place. Sauf que ce n'est pas maintenant qu'il sera mis en service, c'est en 2030. Ou alors si on avait voulu qu'il soit mis en service maintenant, il aurait fallu le décider il y a 20 ans. Et le problème de la compétition internationale, c'est qu'en 2030, nous ne serons pas 5e avec le Grand Paris Express. Nous serons à peine 9e. Alors comment vous l'expliquez? On l'explique simplement parce que quand on parle du projet le plus grand du siècle, etc., on dit aussi que c'est le plus grand projet d'Europe. C'est pire que ça, c'est le seul projet de cette ambition au niveau européen. Vous allez en Chine, il y en a 10 à 15 de taille comparable. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de capacité à se projeter dans un avenir et avoir l'ambition et le courage de s'engager dans ces projets de cette nature. Excusez-moi, on n'a pas la même densité qu'en Chine. Je pense que ce n'est pas qu'une question de densité. Quand vous prenez le fonctionnement, quand on parle des projets qui sont en Chine, c'est sur des métropoles de 5 à 9 millions d'habitants. Et encore une fois, le projet doit se décliner à l'échelle d'une métropole. Vous prenez Marseille, ils ont un plan de déplacement urbain qui doit faire 5 ou 6 milliards d'investissements. C'est bien plus petit que le Grand Paris Express, mais c'est essentiel si cette métropole veut sortir de l'engorgement qu'elle a aujourd'hui au niveau de son transport automobile, et si elle veut arrêter d'être l'une des villes qui a le taux de pollution atmosphérique le plus élevé. Donc on voit bien que ça n'est pas forcément corrélé à la taille du pays et encore moins de l'agglomération, c'est simplement corrélé à une échelle de métropoles qui peuvent aussi bien être des métropoles régionales, nationales que continentales. Et donc cette nécessité-là, je réinsiste souvent dessus parce que j'ai parfois un peu le sentiment qu'on a perdu cette ambition de pouvoir construire un projet de cette nature qui, oui, est important, oui, est énorme, mais on a les entreprises pour le faire. Le paradoxe, c'est que ce soit les entreprises de génie civil ou les entreprises comme Alstom et Siemens qui sont en charge de réaliser la partie transport et automatisme du métro des lignes 15, 16 et 17, elles sont parmi les leaders au monde. Et le Grand Paris Express, c'est 7%, je dis bien 7% du nombre de kilomètres de métro automatique qui vont se faire dans les 20 ans à travers la planète. Donc on voit que c'est tout petit, mais que le monde entier investit dans ce mode de déplacement pour soutenir la poursuite d'un fait qu'on connaît depuis le Moyen-Âge et bien avant, c'est le fait urbain, c'est le fait métropolitain, c'est que la création de richesse, elle se fait quand on a l'accessibilité la plus rapide à un maximum de services, un maximum de savoir, et que ça, c'est au cœur justement de la compétition. Et donc si on n'a pas cette ambition-là, non seulement pour cette ville qui est Paris, cette région qui est l'Île-de-France, en laquelle le développement français aura énormément de mal, si on ne le pense pas aussi aux autres échelles, je pense qu'on part perdant dans cette compétition. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément important. Après, quand on revient sur le Grand Paris Express et qu'on regarde plus en détail, effectivement, c'est un projet régional, mais c'est aussi un projet national. Hein. Quand on regarde aujourd'hui Parce que les gens ont tendance à dire que ça va concerner que l'Île-de-France et ne voient pas forcément la dimension nationale. Elle ne saute pas immédiatement aux yeux.
Non, elle ne saute pas immédiatement au fil. Je vais prendre juste un exemple. Alors, il y a deux façons de le voir. Il y a la façon de le voir là maintenant, au moment où je vous parle, par rapport aux travaux. On est à un peu moins d'1 milliard de dépenses payées par la Société Grand Paris qui sont allées irriguer des entreprises de province. Des PME, des entreprises de taille plus importante. Et je ne compte pas là-dedans les filiales de groupes comme Alstom qui font construire ces trains à Valenciennes. Donc déjà, on est dans une logique où, je dirais, ce qu'on appelle souvent le ruissellement, c'est-à-dire la capacité qu'a l'Île-de-France à générer de l'activité dans les autres régions, de facto, aujourd'hui, on y est dedans. Et non seulement on y est dedans, mais je dirais qu'on en a besoin. Nous avions beaucoup de difficultés avant la crise à trouver suffisamment d'entreprises qui se positionnaient sur nos appels d'offres pour réaliser ce que l'on appelle les tout corps d'État au sein des gares. Et nous sommes allés démarcher, grâce à nos partenaires, les chambres de commerce, les différentes régions de France, pour aller expliquer, voilà ce que c'est que le Grand Paris Express, voilà le volume d'affaires que nous pouvons vous apporter, voilà la manière dont ça se passe, venez. Et on va demander justement on va demander à Jean-Charles Faudis, qui est avec nous, directeur général de la Dorly, donc Only Lyon. Est-ce que vous confirmez justement que cette attractivité francilienne irradie ses petites sœurs, si j'ose dire, régionales? Jean-Charles Faudis, êtes-vous avec nous? Oui, avec mon micro, ça ira mieux que ça. Il y a des choses qui arrivent. Je disais, pour répondre à votre question, qu'effectivement, l'attractivité francilienne, alors elle conditionne en fait l'attractivité des autres régions, puisque dans ce pays extrêmement jacobin qu'est la France, où à la fois les processus de décision sont extrêmement centralisés, mais aussi les flux, les flux de voyageurs et les flux de décision, la région parisienne, la région francilienne est un point d'entrée majeur pour notre pays et donc pour nous aussi. Et donc ce qui se passe à Paris sur tous les plans et en particulier, notamment sur le plan de la mobilité, détermine de toute façon la perception que les investisseurs, en particulier les investisseurs étrangers, peuvent avoir de la France quand ils y arrivent, quand ils y séjournent, quand ils y voyagent et quand ils réfléchissent aux implantations qu'ils vont avoir en France, en Europe, pour le futur. Donc effectivement, ce qu'on vient d'entendre, ce qui a été dit aussi bien par Mme Tardieu que par M. Dallard, je le partage complètement. Ce qui est fait en région Île-de-France va impacter, va conditionner et est important pour ce qui se passe ensuite dans les régions françaises. Marie-Cécile Tardieu, justement, vous travaillez aussi bien avec la SGP qu'avec Only Lyon. Justement, comment vous prenez en compte leurs spécificités aussi? Parce que les entreprises, quand elles choisissent un lieu d'implantation, c'est aussi pour ces spécificités. Comment vous guidez les investisseurs? Il est très important de pouvoir répondre aux attentes des investisseurs qui sont d'être réactifs et aussi de leur donner de la visibilité, notamment en termes de délai. Aujourd'hui, dans la compétition internationale, c'est ce point qui remonte le plus souvent dans les attentes des investisseurs. Un point peut-être par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par les autres intervenants. Bien évidemment, tous les efforts que l'on pourra faire en termes d'attractivité vont reposer aussi sur notre capacité à porter une offre de formation qui servira certes à le bassin immédiat, mais aussi, je pense, toute la France. Et donc là aussi, on peut voir un effet de levier en matière d'attractivité. La formation, c'est-à-dire notamment reconvertir les naufragés du Covid ou... Non, la formation, l'Île-de-France possède de formidables grandes écoles, certaines grandes écoles gérées... Saclay a été reconnu il n'y a pas si longtemps. Saclay, mais d'autres écoles comme par exemple Ferrandi, grande école de gastronomie qui permet de fournir au monde entier. J'ai évoqué tout à l'heure la formation et la recherche. Le bateau de Saclay va être, je dirais, connecté en quelques minutes à Orly et à travers Orly à toutes les métropoles d'Europe. Donc c'est vraiment un projet qui se décline à toutes les échelles. Il se décline d'abord à l'échelle du quartier de la gare, il se décline à l'échelle de la métropole, il se décline à l'échelle de la région, il se décline à l'échelle du territoire national et du territoire européen. Et c'est en ce sens, je pense, qu'on est, l'un des intervenants tout à l'heure évoquait ce besoin de chasser en meute. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la compétition internationale, c'est bien évidemment au-delà
de la dichotomie par Île-de-France-Province, mais c'est même au-delà de la dichotomie inter-État au niveau européen. C'est bien l'Europe par rapport aux grands compétiteurs mondiaux que sont l'Inde, la Chine, les États-Unis. Et ce projet joue un rôle majeur. Encore une fois, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y en ait qu'un seul qui ait cette force, cette capacité à pouvoir jouer un rôle dans toutes ces échelles et dans toutes ces dimensions. Jean-Charles Fodis, on parlait de l'école Ferrandi tout à l'heure, vous avez un atout, c'est la gastronomie à Lyon. Est-ce que ça peut être est-ce que c'est un levier d'attractivité pour Lyon, à défaut du Grand Paris? C'est-à-dire l'information ou la gastronomie? Les deux, mon capitaine. En l'occurrence, les deux. Effectivement, si je vais rapidement sur la gastronomie, mais ça fait partie d'une image importante qui est effectivement attractive, qui correspond aussi à une notion qui devient majeure, si elle ne l'était pas autant avant, mais ça paraît assez naturel, qui est le bien-être et le bien-vivre dans une région ou dans une ville. Et il est vrai que la gastronomie, ça fait partie des éléments importants de ce bien-vivre. Et nous, on le voit en termes de critères d'attractivité, on ne le voit pas seulement depuis ces derniers mois et la crise du Covid. Hein. C'est quelque chose qui était émergent. On voit ces notions de qualité de vie qui ont pris une place de plus en plus importante dans les critères de sélection et dans les critères de choix des investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers. On était auparavant sur des critères qui étaient essentiellement du développement économique, des critères purement économiques ou sectoriels. Cette notion de qualité de vie du lieu d'implantation, elle devient maintenant majeure. Comment ça se traduit concrètement dans les demandes, cette demande d'une meilleure qualité de vie, d'un bien-vivre post-confinement, situation qui a concerné aussi tous vos voisins européens, la Suisse, l'Italie, tous ceux avec qui vous travaillez déjà? Ça paraît beaucoup de manière indirecte. La problématique est rarement posée aussi concrètement de ça. Démontrez-moi que votre ville est agréable à vivre, mais dans des questions sur la fidélité des collaborateurs dans les entreprises du territoire, sur le sujet qui était évoqué juste avant, de la mobilité, sur le sujet de la proximité des zones naturelles, etc., etc. Et ça, c'est des questions qui sont de plus en plus prégnantes. On voit d'ailleurs dans les classements d'attractivité, je parle sous le contrôle de Marie-Cécile Tardieu, une montée des villes moyennes dans les classements d'attractivité, parce que ça correspond à ce souci à la fois des personnes et des investisseurs de mettre ce sujet-là en avant. Donc la gastronomie fait partie, pour revenir à votre question, des éléments positifs. La formation aussi, on parlait de formation en lien entre les deux, la capacité à bien former et à proposer des parcours de formation qui soient adaptés aux besoins du territoire, aux besoins des entreprises qui viennent s'y implanter, est déterminante aussi. Donc, pour répondre à votre question, dans les deux cas, oui, gastronomie, formation à la gastronomie, en tout cas, font partie d'éléments qui sont de plus en plus importants pour nous dans les critères qu'on doit considérer. Je reviens sur la mobilité aussi. La mobilité aujourd'hui, elle est aussi vue, elle est vue comme un élément d'efficacité, bien sûr, pour se déplacer, mais je pense, et là je parle sous le contrôle de M. Fialard, elle est aussi vue comme sous l'angle de la qualité de la mobilité, des solutions de mobilité qui sont mises en place. Bien sûr, les infrastructures de transport, c'est important. Sur leur nature, avec beaucoup de résilience des territoires. Je pense qu'aujourd'hui, le territoire qui se lancerait, et il n'y en a plus aucun qui le fait d'ailleurs, et fort heureusement, dans une course à des moyens de mobilité qui ne seraient pas des moyens à la fois collectifs, durables, résilients, robustes, aurait complètement tort. Voilà. Oui, mais pourtant, Toulouse a renoncé à sa 3e ligne de métro. Ils ont annoncé, Jean-Luc Moudin, qui hier a annoncé, par exemple, c'est peut-être une question pour Marie-Cécile Tardieu, voilà, un contre-exemple, c'est la métropole de Toulouse hier qui a renoncé à sa 3e ligne de métro, faute de ressources suffisantes et de pertes, de non-recettes liées au Covid.
Alors, difficile de me prononcer sur Non, Toulouse. sur un exemple. Non, mais voilà. Mais ce qui est assez frappant, je pense que dans les demandes aussi des investisseurs étrangers et dans les remarques qu'ils nous font remonter, c'est qu'ils considèrent le marché français comme un marché précurseur. Et qu'au-delà, je partage tout à fait ce qui a été dit, hein, du bien-être et de la vision que l'on peut avoir de la qualité de vie en France, on voit que pour des investisseurs étrangers, le marché français permet d'innover, de voir les nouvelles tendances, notamment sur des produits de consommation qui seraient avec une empreinte écologique beaucoup plus forte. Et donc, ce qui est aussi important, c'est la cohérence globale. Il est important que le message que l'on porte, et notamment à travers le plan de relance, nous portons un message de transition écologique et de transformation de notre économie. Et c'est aussi très important de voir le relais dans les différents territoires, que chaque région, et on le voit, ça a été discuté tout à l'heure pour la région Île-de-France, qu'il y ait cette cohérence et cette approche à peu près convergente pour aller approcher les investisseurs. Eh bien, merci. C'est parfait. Merci, messieurs. Nous allons passer à la conclusion. Donc, je vais appeler Franck Marguin, conseiller de Paris, conseiller régional et président de Choose Paris Région, à me rejoindre.